Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas pris de décision concernant une levée des sanctions contre le Mali ce samedi 4 juin à Accra. Elle a décidé de réexaminer la situation du pays lors du sommet ordinaire du 3 juillet prochain. Pourtant, ce sommet extraordinaire de ce samedi suscitait de l'espoir pour une levée des sanctions infligées au pays depuis près de 5 mois, mais cet espoir a été déçu. Selon le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, on était à 2 doigts d'un accord pour une levée des sanctions. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se situe le blocage? Que faut-il faire pour trouver un compromis le 3 juillet prochain? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Dr Alaï Bokoum de la Convention pour le Mali, Sekou Niamé Bachili du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques, également membre du Rassemblement pour le Mali, et Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur universitaire. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci d'abord à vous tous, chers invités, d'être là. Je voudrais vous faire écouter ce reportage de Fatih Atara qui parle de la réaction des différents partis politiques concernant cette levée des sanctions qui n'a pas abouti et sur lequel beaucoup espéraient ce samedi. Nous estimons que l'échec découle majoritairement du refus de la transition à présenter un chronogramme électoral acceptable, regrette Amadou Aya, membre du comité d'experts du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie. Nous avons été déçus par la mesure où nous pensions, en tout cas, que les souffrances de nos populations allaient être allégées avec la levée des sanctions. Il suffit de faire un tour au niveau du marché à bétail. Vous comprendrez que cette année, nous allons avoir une inflation terrible sur le prix du mouton due, n'est-ce pas, à une augmentation extraordinaire du jamais vue dans notre histoire du Mali et du coût de l'aliment bétail. Cependant, certains partis et regroupements de la société civile chargent plutôt la CEDEAO. C'est le cas du parti MCATT. Selon son premier responsable, Jamil Bitar, l'embargo infligé au Mali risque de mettre à terre les économies de beaucoup de pays de l'organisation s'il perdure. Moi, je ne suis pas surpris. Depuis le départ, la CEDEAO avait fait un choix édicté par la France et surtout le président Macron. Et l'économie de la sous-région aujourd'hui est en lambeaux. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Ils ne le feront pas pour le Mali, ils le feront pour eux-mêmes. En attendant, tous les esprits sont en ce moment tournés vers le 3 juillet prochain, date de notre sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali. Alors, docteur Alaï Bokoum, est-ce que comme Jamil Bitar qu'on vient d'attendre tout de suite, vous non plus, vous n'avez pas été surpris? Alors, avant d'entamer mon propos, je vais dire quand même bonsoir à mes co-débatteurs. Et à vous-même, vous remercier pour le fait que vous nous appeliez chaque fois pour en parler, enfin pour parler des sujets nationaux. Alors, en ce qui concerne la CEDEAO, voilà, les sanctions, moi je ne suis pas surpris comme Jamil Bitar. Je ne suis pas surpris simplement parce que je sais que ces sanctions, avant même d'être prises, avant les sanctions, il y a eu un travail qui a précédé, c'est-à-dire une réflexion qui a précédé, c'est celle de nuire. Nuire à un peuple, de la part des présidents de la CEDEAO, que beaucoup de gens appellent le syndicat des chefs d'État, et de la part aussi une volonté de faire tomber un régime. Tout a été fait parce qu'ils ont vu qu'avec la rectification, les choses ont pris exactement la direction à laquelle ils ne s'attendaient pas, la direction que chacun d'eux dans son fort intérieur voulait mais qu'il n'ose pas affronter en tant que chef d'État. C'est vrai qu'on ne peut pas accuser tout le monde. Je n'ai pas été surpris parce que je sais qu'à chaque fois que plusieurs parmi eux décident de comprendre ce qui se passe
et que la CEDEAO avait une autre vocation que des sanctions politiques. Essayer de faire comprendre aux autres que ce n'est pas la peine de nuire à un pays déjà à terre comme le Mali, mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est le cas immédiatement après le renvoi de RFI et France 24, où le président français a poussé l'outrecuidance jusqu'à aller dire qu'il va contacter le président de la CEDEAO, une institution sous-régionale, et je ne sais pas si la France est membre de la CEDEAO, pour que cela prenne des dispositions avec les SPR, des sanctions contre le pays, contre le Mali, que la France s'empressera, ça sont ces termes, de valider. Et ça, il a mis tout le monde mal à l'aise, les présidents d'abord. Donc on a compris que ces présidents-là sont à la charge, excusez-moi, c'est des garçons de course de Macron et puis de toute l'équipe du système. Mais est-ce que les autorités sont convaincues, comme vous l'êtes, que tout cela est fait délibérément pour nuire à l'État malien? Bon, ça c'est aux autorités de le préciser. Mais moi je parle en connaissance de cause et en fonction de ce que j'ai remarqué. Parce que la CEDEAO a des textes qui régissent puis disons son fonctionnement. Et tous ces textes ont été violés, y compris l'accord additionnel qui parle des régimes de sanctions. Il n'est pas prévu la fermeture des frontières. Il n'est pas prévu de faire un embargo en dehors des armes, sur les armes. Il n'est pas prévu aussi que de renvoyer peut-être... c'est-à-dire qu'il y a des étapes par lesquelles la CEDEAO devait passer, qu'elle a outrepassé, enfin qu'elle a dépassé. Et malheureusement, la CEDEAO insiste en croyant qu'elle va parvenir à faire révolter la population. Peut-être qu'on va revenir. Et la CEDEAO aujourd'hui pense que... C'est pour cela, d'ailleurs, moi je ne suis pas étonné, parce que pendant tout ce temps, tous les représentants de cette façon de comprendre les choses sont en train de chauffer l'atmosphère à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur sur le plan diplomatique et un peu partout pour tout faire pour amener le peuple à aller contre les autorités. Sauf qu'ils ont ignoré qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a sa télé et son micro devant le soi. Donc aujourd'hui, la communication est devenue vraiment démocratique. Et la participation du peuple dans la gestion de l'État est plus forte depuis la rectification. Tout le peuple est conscient aujourd'hui que c'est ce que lui, il veut. En tout cas, la majorité, c'est ce qui se fait et ce qui se passe. Parce qu'on leur explique tout ce qu'on fait en leur nom. Et malheureusement, la CEDEAO ne parvient pas à comprendre cela. D'accord. Sekougname Bathily, selon Dr Alaï Bokoum, tout cela est organisé depuis très longtemps pour nuire à l'État malien, bien avant les sanctions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Et tout d'abord, cette décision de ne pas lever les sanctions, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez été déçu? Très déçu. Il a dit sincèrement parler. Je crois bien la majorité, la population aussi est déçue. Chacun s'attendait à ce que les sanctions soient levées les 4 lors de ces sommets. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, même les autorités étaient préparées à cela. Parce que nous avons vu quand même un certain nombre de correspondances de nos autorités qui ont attiré l'attention des personnels des douanes à se mobiliser aux frontières et se préparer pour une éventuelle levée des sanctions. Donc ça veut dire même au niveau des tenants du pouvoir, et même s'attendaient à ce que ces sanctions-là soient levées. Maintenant, c'est très beau d'entendre certains discours, c'est fascinant, mais c'est loin de la réalité, il faut le constater aussi. Et sortons de ces débats à indexer les autres, à accuser les autres de tout ce que nous n'avons pas pu réaliser durant presque 20 mois de transition. Le respect des textes de la CEDEAO, oui, mais le respect devrait commencer depuis le 18 août. Dans les textes de la CEDEAO, le coup d'État est imprescriptible. Le coup d'État n'est pas permis. Mais parlons-en. Est-ce que la violation des textes de la CEDEAO a commencé aujourd'hui? Non, ça a commencé bien avant aujourd'hui. Je suis d'accord que l'IEMOA, après la décision de la Cour de justice de l'IEMOA, devrait suspendre les sanctions économiques et financières qu'elle a infligées au Mali. Je suis d'accord avec ça. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et nous sommes au regret aussi de le constater comme les autres. Mais pour ce qui est des autres sanctions, vous pensez qu'elles sont normales, la fermeture des frontières par exemple? Moi, mon problème, c'est le respect des textes à tous les niveaux. Et imposer cela aussi à tous les acteurs. On arrivait à un point où nous devrons demander aux autres de respecter nos chefs d'État
de respecter nos autorités, mais autant aussi à nous de respecter les autres chefs d'État. Parce qu'avec les discours qui dénigrent les autres chefs d'État, nous ne sommes pas en train de faciliter la tâche à nos autorités. Moi, j'ai écouté Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. En tant qu'autorité de ce pays, il a pointé du doigt des aspects. Et le premier aspect, c'est surtout le chronogramme. Et c'est malheureux de constater que jusqu'à ce point, le Mali n'est pas capable de proposer un chronogramme précis, clair, pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais comment faire tous ces va-et-vient au niveau de la sous-région à rencontrer les chefs d'État du Togo ou ailleurs, et nos émissaires ont sillonné la sous-région, mais ça veut dire quelque part ils ont sillonné la sous-région sans avoir un chronogramme. D'accord. Parce que ce que le ministre des Affaires étrangères a dit est très clair. Les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas réussi un chronogramme. Et le ministre des Affaires étrangères dit que le chronogramme là est déjà prêt. Mais pourquoi le chronogramme est prêt, les Maliens ne connaissent pas le contenu et les chefs d'État de la CEDEAO n'en connaissent pas aussi? Et pourquoi? Et le second point, c'est surtout le comité de suivi, c'est-à-dire des accords entre nos autorités et la CEDEAO. C'est les 2 points que le ministre des Affaires étrangères a soulignés. Donc moi, je m'en tiens à ces 2 points-là. Alors, nous allons développer tout cela tout de suite. Juste le temps de donner la parole à Dr Sogodougou, notre universitaire. Vous, avec l'œil de l'analyste, est-ce que vous aussi, vous étiez enthousiaste à la tenue de ce sommet? Vous espérez que ces sanctions-là soient levées samedi dernier, ou bien vous aussi, vous n'êtes pas surpris? Vous non plus. Évidemment, c'est que je suis surpris, mais avant d'aller au fond de mes propos, je voudrais vous dire bonsoir et vous remercier pour la énième invitation. Et remercier aussi l'ensemble de ces personnes qui nous écoutent en ce moment-là, et ainsi que mes co-débatteurs. Moi, je suis surpris parce que l'environnement dans lequel nous vivons, nous sommes dans un monde interdépendant où les intérêts des États sont fortement liés. On voit que les sanctions à l'égard du Mali, à l'encontre du Mali, sont en train autant d'impacter le Mali que ses pays voisins, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et donc, ce qui fait que c'est finalement quelque chose que personne ne veut vivre. Je crois que tout le monde en a marre de cette situation-là et chacun veut trouver la bonne formule pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Donc je suis surpris qu'on n'ait pas pu arriver à s'entendre. Et effectivement, je crois que ça bloque autour de quelques principes, comme il vient de le soulever tout à l'heure. C'est que quelque part la CEDEAO attend des propositions claires de la part du gouvernement malien, et quelque part aussi le gouvernement malien ne veut pas précipiter sa transition parce qu'elle veut sortir de cette transition avec de nouvelles orientations, de nouvelles visions claires pour l'État Mali de demain. Et donc je crois que c'est des impératifs qui peuvent se concilier, mais il va falloir que les 2 acteurs, comme je l'avais dit précédemment ici, admettent qu'effectivement il serait difficile de penser une CEDEAO sans le Mali, et le Mali doit le savoir aussi clairement que vivre de façon isolée dans ce monde, c'est devenu quelque chose de façon raisonnable qu'on ne peut plus envisager. Nous sommes dans un monde, comme on le dit, mondialisé. Et voilà, il va falloir qu'on arrive à trouver des voies et moyens pour que le Mali occupe la place qu'il doit occuper. C'est un pays qui doit être un pays leader au sein de la CEDEAO. D'accord. Docteur Alaï Bokoum, vous qui êtes un soutien à la transition, au-delà des raisons évoquées par le ministre des Affaires étrangères, l'absence de chronogramme, est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres raisons qu'on ignorerait qui justifient cette décision de la CEDEAO? Bon, ça relèvera des supputations. Peut-être qu'on en fera, mais avant, je dois juste préciser que je ne suis pas du tout d'accord avec mon jeune frère Sékou Niamé en disant que, je crois, moi, si j'ai compris ce que le ministre a dit, c'est que d'abord, la délégation malienne n'a pas participé à la rencontre, voilà, et que c'était le médiateur, le président Goodluck Jonathan, qui a fait la restitution de ce qui s'est passé entre lui en tant que médiateur et le Mali. Et je crois que le ministre a précisé effectivement qu'il fallait un rapport détaillé
point par point, et c'est là où c'est le détail peut-être qui n'est pas au complet, mais dire qu'on n'a pas un chronogramme par rapport à la suite logique des élections. Il a même énuméré ce qui devait se passer. Il dit que ça c'est disponible. Si ça veut dire que c'est disponible, ça veut dire que ça n'a pas été donné au président. C'est pas ce qu'il a dit. Peut-être c'est sa façon de comprendre. Je ne lui en veux pas. Maintenant, par rapport aux négociations, parlons-en. Je crois qu'il y a un médiateur qui a été nommé pour ça et qui est venu plusieurs fois au Mali, qui a fait quelques étapes et qui est parti avec un rapport avec les 2 ans bien déterminés. Et le consensus qu'ils ont eu, à ce que je sache, c'est que les 2 ans allaient commencer à partir de la fin de l'autre transition, la première, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Et à partir du mois de mars, ça allait continuer et que tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Alors, il n'y avait pas d'autre raison, puisqu'ils avaient fait de cela la panacée pour eux, c'était les élections, la date d'élection, ils n'insistent que sur ça. Et ça a été dit, le gouvernement malien a parlé de 24 mois, et les 24 mois, il s'agissait de commencer à partir de quel jour ou à partir de quel mois. Et le consensus qu'ils ont eu les deux, c'est de ramener ça jusqu'au mois, à partir du mois de mars. Donc la CEDEAO est d'accord avec les 24 mois. C'est ça justement, parce que depuis la négociation, ça a été. Il faut que les gens comprennent. Quand on désigne un médiateur, c'est pour venir parler et prendre tous les aspects techniques. Parce que chacun vient avec une équipe. Le Mali avec son équipe et le médiateur avec son équipe. Ils se mettent d'accord point par point sur tout. C'est même étonnant que Sékou Niamé dise qu'il n'y a jamais eu de programme. Non, c'est pas ça le problème. Il y a eu bien un chronogramme bien tracé sur 24 mois où on doit faire tout est bien clair. Maintenant, il faut aller chercher l'aval et l'unanimité au niveau des présidents. C'est-à-dire la conférence de présidents devait entériner ce qui a été fait par les techniques qui ont été envoyées. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, puisque le Mali ne voyait pas d'embûche, alors tout le monde pensait que ça allait se passer comme ça. Mais seulement là où il y a une différence entre mon jeune frère et moi, c'est que moi, je ne dénigre pas les présidents africains. Je dis ce qu'ils ont. Je n'ai dit aucun mot déplacé. D'ailleurs, là où je vais peut-être dire un mot qui va encore le fâcher le plus, je vais dire que ces présidents, c'est des poltrons. Voilà, c'est des poltrons, c'est des proconsuls, c'est des gouverneurs, c'est des gens qui se laissent manipuler. Et c'est des mots que je pèse, dont je connais le sens, et eux aussi connaissent le sens. Maintenant, c'est des présidents, maintenant même inhumains, parce qu'ils ont su, ils ont voulu asphyxier le peuple malien, simplement pour des problèmes d'élection, pour placer quelqu'un comme eux, ils l'ont toujours fait, accepter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ce qui se passe au Mali est devenu un truc panafricain, c'est devenu un point d'honneur pour tous les Africains, et eux, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Tout le problème est là. Le Mali ne paye que sa lutte pour sa souveraineté. Et il se trouve que cette lutte, s'ils pensent que la majorité n'est pas faite, sauf les Kénéflés, qu'ils partent démontrer que ce n'est pas la majorité qui le veut. Je crois que le 14 janvier, les Maliens sont sortis immédiatement après la sanction. Et encore, je le dis, un double mot. Kaïmoun Daïmoun. Il faut qu'ils retiennent ça. Kaïmoun Daïmoun, le dieu Tchogel Assimi. On va sortir bientôt pour montrer que ce dieu-là, il sera prêt. Parce que ce qui se passe maintenant, on va parler de supputation un peu. Excusez-moi, c'est un peu gauche de dire ça comme ça, mais c'est des supputations. Parce qu'il y a des gens qui ont organisé une certaine communication au niveau national pour parler du désir de la CEDEAO de voir un nouveau Premier ministre. Ce problème n'a jamais été évoqué pendant la rencontre des présidents. Ça n'a jamais eu lieu et personne n'en a parlé là-bas. Mais ça a été organisé ici au Mali, dans le cadre d'une communication, et souvent avec même des personnes qu'on croit être proches de la transition, mais qui au fait jouent à un jeu de remplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que les gens veulent, parce qu'ils savent qu'il y a une certaine popularité politique pour le Premier ministre, que personne d'entre eux ne peut plus battre politiquement, parce que là, le point fort d'un homme politique, c'est d'être adulé par son peuple. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il est vraiment en bonne sainteté avec le peuple l'adule. Et encore, il y a la popularité du président intrépide, TSE, le colonel Assimi Goïta. Et ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser cette popularité? C'est de faire croire au peuple que Assimi a voulu se débarrasser de Tchogel, ce qui n'a jamais été le cas. D'accord, donc c'est pour vous dire que ces supputations, ça c'est des choses que les gens font prévaloir. Et il y a une autre chose dont on parle. Les présidents de la CEDEAO n'ont pas voulu accéder je ne sais pas moi, à la levée des sanctions, parce que si elle le faisait, il y a aujourd'hui le mandat de la MINUSMA qu'il faut changer. Et si on donnait les coups de franche au peuple malien, aux dirigeants maliens, ils vont peut-être empêcher la continuité du truc de la MINUSMA. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça qu'on dit, mais moi je m'en tiens exactement à ce que j'ai appris, qui est le fait que les présidents, au fait, ils n'ont pas voulu simplement, parce qu'ils sont sous des injonctions, et ils étaient eux-mêmes prêts, mais ils ont reçu des appels, ces présidents-là. Ils ont
reçu des appels de partout, de la pression de partout. Et ça n'étonne personne. D'accord. Parce qu'on a l'habitude de voir comment les choses fonctionnent. D'accord. Alors, Sékou Niamé Bathily, s'il est vrai que le Mali a proposé un chronogramme qui avait même eu l'aval ou bien le quitus de la CEDEAO de 24 mois, comme il l'a dit, où se situerait le blocage maintenant? Est-ce que ce n'est plus une question de chronogramme? J'aimerais bien que mon aîné Alaï nous dise cela, parce que comme lui, il est dans les secrets dédiés, il est dans les rouages de l'administration, peut-être il dispose d'autres informations que nous n'avons pas. Moi, j'ai suivi quand même l'intervention du ministre des Affaires étrangères. Exactement, il a tenu les mêmes propos. Au même moment, j'ai suivi aussi l'entretien accordé à TV5 du président sortant de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kissibrou, qui a bien parlé d'une durée de 16-18 mois et qui n'a pas parlé de 24 mois. Donc ça veut dire quelque part, au niveau de la durée, ça coince, ça bloque. J'aimerais bien quand même rappeler à mon aîné Alaï Bokoum que oui, des supputations, aussi au regret de constater qu'aujourd'hui, il pense qu'il y a d'autres qui se transforment en soutien de la transition, peut-être qui ont voulu véhiculer les messages qu'on veut se débarrasser du Premier ministre. Mais moi, sur d'autres créneaux, j'ai vu quand même le même Alaï Bokoum lui-même tenir ces discours-là. Donc, il y a une incohérence entre ce qu'il a dit ces 2 jours-là, d'hier à aujourd'hui, et ce qu'il est en train de dire sur les plateaux ici, qui sont différents. Donc maintenant, quand on parle du Premier ministre, oui, il a une popularité là. Moi, je rappelle à Alaï que le Premier ministre n'a jamais été élu, même conseiller communal au Mali. On se connaît tous sur le terrain politique. Cette popularité-là, ça vient d'où? La discussion, le vrai débat, ce n'est pas la popularité. Le vrai débat, c'est quoi? Pendant une année de la rectification, on a promis aux Maliens de faire la relecture de la charte des partis politiques. On a promis aux Maliens de faire la relecture ou une nouvelle loi électorale. On a promis aux Maliens de faire la révision constitutionnelle. On a promis aux Maliens de faire l'audit du fichier électoral. On a promis aux Maliens d'organiser les élections générales le 27 février 2022. Toutes ces promesses qui ont été prises par les autorités aux Maliens et à la communauté internationale n'ont pas vu les jours. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on veut cacher en faisant croire au peuple que non, c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui veulent se débarrasser du Premier ministre. Donc vous pensez que le problème, c'est au niveau de autorités? Le problème, c'est au niveau du non-respect des engagements pris. C'est là où ça coince. Ce sont nos propres autorités qui ont pris des engagements pour mettre fin à la transition le 25 mars 2022. Mais bien avant ce sommet, il y a certains chefs d'État qui étaient optimistes, comme Macky Sall, qui espéraient qu'on allait lever les sanctions. Comment vous comprenez cela? Oui, c'est quand même ce que je constate lors de ce sommet du 4 juin. Il y a une crise de confiance, en fait, entre les autorités de la transition et les chefs d'État de la CEDEAO. Si vous voyez que les chefs d'État de la CEDEAO demandent non seulement un chronogramme clair et précis, et ensuite les chefs d'État demandent à mettre en place une commission de suivi qui va veiller sur les différents points. Mon aîné Alaï me dit qu'il y a un chronogramme qui est là, qui est disponible, oui, comme le ministre l'a dit. Lui qui est proche au soutien du Premier ministre, j'aimerais bien qu'il me dise quelques points de ces chronogrammes-là. Quels sont ces Maliens-là qui disposent actuellement du contenu d'un chronogramme au Mali ici? Mais personne. Moi, je n'ai pas dit qu'Ablaye Diop a participé au sommet du 4 juin, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Ablaye Diop, notre ministre des Affaires étrangères, a bien indiqué que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a été fidèle, a défendu c'est-à-dire les points des Maliens. C'est ce qu'il a dit, le ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire quelque part, si Goodluck Jonathan, en présentant son rapport devant les chefs d'État, a été fidèle aux aspirations du peuple malien, et que les chefs d'État lui demandent de retourner voir avec les Maliens et ramener un chronogramme, ça veut dire quelque part le chronogramme n'a pas été présenté aux chefs d'État, et c'est ce qui est malheureux. On doit le reconnaître. D'accord. Docteur Sogodogo, est-ce que aujourd'hui le problème se limite à une question de chronogramme? Est-ce qu'il n'y aurait pas de divergence au sein même de la conférence des chefs d'État, entre les chefs d'État même de la CEDEAO? Oui, ça ce sont des secrets qu'on peut essayer
de comprendre. Puisque d'après les informations qu'on a reçues, certains chefs d'État, en tout cas 3 pays ont été cités, qui se sont opposés à cette levée de sanctions. Oui, et d'autres étaient favorables. Je disais que c'est des choses qu'on peut aujourd'hui comprendre. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes dans un monde interdépendant. Ça veut dire que les intérêts des autres sont liés les uns aux autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que les intérêts économiques du Mali sont très liés aux intérêts du Sénégal. Et donc, on peut en multiplier les exemples. La situation que le Mali traverse aujourd'hui, la Guinée peut commencer à imaginer que c'est demain mon tour, à subir des sanctions, et ainsi de suite. Et donc, les sanctions dont le Mali souffre font aussi souffrir d'autres pays de la sous-région. Et donc, on a vu dernièrement la diplomatie malienne qui s'est déployée dans la sous-région en plus du médiateur désigné. On a vu que le Mali a demandé au président togolais de jouer un rôle de médiateur, ou en tout cas, même si ce n'est pas un rôle de médiateur officiel, mais il lui a été demandé d'intervenir auprès de ses homologues. Et je crois que, comme le disait tout à l'heure Sekou, apparemment la diplomatie malienne a sillonné ces derniers temps toute la sous-région. Et pourquoi certains chefs d'État sont favorables à la levée des sanctions? Pour moi, ça c'est à 2 niveaux. La première, parce qu'ils sont impactés. La seconde, c'est parce que ces sanctions n'ont pas été prises forcément de la meilleure des façons. Parce qu'il aurait été important d'observer ce principe de gradualité, c'est-à-dire prendre les sanctions de façon graduelle. Mais la CEDEAO a pris toutes les sanctions en sa possession en un seul coup, paf. Et vous voyez. Et donc, les sanctions auraient pu être diluées, appliquées au Mali au fur et à mesure. Le Mali, ressentant les effets, allait peut-être, n'est-ce pas, mettre un peu d'eau dans son verre. Mais cette sanction a été vécue au Mali comme étant effectivement une humiliation. Et une humiliation et une volonté de mettre l'État à genoux. Et ce qui a mobilisé le peuple malien derrière le gouvernement de transition. Ça, ce sont des réalités qu'il ne faut pas nier. Et aujourd'hui, la CEDEAO comme le Mali, c'est tout dans un jeu où personne ne veut perdre la face. Parce que le Mali n'a pas envie aujourd'hui de sortir de cette négociation en venant mettre pied à genoux, les mains au dos. Et la CEDEAO aussi, en tant qu'une institution internationale et qui s'est donné une mission de démocratisation de l'Afrique de l'Ouest, ne veut pas reculer. Et je pense qu'on est à ce chicken game-là. C'est pourquoi je disais qu'il y a des principes qui font que la chose coince. Mais je pense qu'en mettant en avant la dimension de la paix et la prospérité même de la sous-région, ça peut nous permettre de dépasser cette situation et de recadrer effectivement ce débat-là. Il faut le recadrer en se défaisant de cette pensée-là que certains chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont des diables au service de Satan lui-même. Et il ne faut pas voir aussi le gouvernement malien comme étant les damnés qui essayent de prendre la tête d'un État. Mais non, il y a des réalités aujourd'hui qu'il faut vivre dignement. C'est que le Mali traverse une situation particulière. Moi, je n'ai pas connaissance qu'un pays en Afrique de l'Ouest ait vécu ce que le Mali a vécu. Étant confronté à une crise sécuritaire énorme, le pays vraiment en grande difficulté. Et c'est dans cette difficulté que le peuple s'est soulevé. Ce soulèvement a abouti à un coup d'État. Peu importe l'interprétation qu'on peut y faire, il faut voir le Mali comme étant un pays en difficulté et dans une situation particulière qui mérite d'être accompagné. Et donc cet accompagnement ne peut pas se faire en appliquant les textes avec la dernière rigueur. Voyez-vous. Et donc c'est pour cela qu'il appartient aujourd'hui à la CEDEAO de tempérer un peu et aux autorités maliennes aussi, n'est-ce pas, de mettre en avant, comme tout le monde le souhaite aujourd'hui, l'intérêt supérieur de la nation en proposant un chronogramme qui puisse servir de part dans les discussions et dans les dialogues pour qu'on sorte de cette situation-là. D'accord. Docteur Alain Boukoum, est-ce que cette facilitation du président togolais dont parlait Docteur Segoudou tout de suite, est-ce que cela n'a pas un peu compliqué les choses? D'abord, qu'est-ce que nos autorités reprochaient au médiateur Goodluck Jonathan pour pouvoir choisir? Je n'ai pas appris que les autorités aient reproché quoi que ce soit. Pourquoi ils ont fait le choix de trouver un facilitateur? En fait, c'est qu'il y a une volonté qui était manifeste. Et le médiateur n'était certainement pas étranger à beaucoup de choses.
c'est-à-dire de nuire. Tout le problème, il faut qu'on ramène le problème à deux niveaux. Permettez-moi avant que je n'oublie que, je ne sais pas, il dit que moi je suis dans la duplicité par rapport à mes publications et par rapport à ce que j'ai dit. Non, peut-être que là, je lui accorde la possibilité de s'être trompé, soit par incompréhension. Sinon, moi, je ne parle jamais entre Assimi et Tchoguel comme ça, comme vous le pensez. C'est pas ça, c'est pas ce que je fais. Et maintenant, par rapport à l'expert et à mon frère docteur, je suis content qu'il y ait au moins un Malien qui puisse savoir que les sanctions étaient mal prises. Et malheureusement, ces sanctions qui étaient mal prises, même si ce n'est pas le mot mal qu'il a utilisé, c'est-à-dire des sanctions prises non pas en tenant compte des textes. Effectivement, les textes prévoient des sanctions graduées. Et malheureusement, c'est maintenant qu'ils veulent appliquer la graduation dans la levée. Pourtant, dans la prise, ils ne l'ont pas appliqué. Ça dénote encore de la méchanceté de ces présidents. Maintenant, les verbes et les adjectifs que nous attribuons, là, ça, c'est des termes politiques qu'il faut utiliser pour que leur peuple aussi comprenne que ceux-là sont loin de la CEDEAO des peuples. Tout le problème est là. Maintenant, il y a d'autres qui... Le problème, c'est quoi ? Il parle du fait que le Mali soit isolé. Tout le monde sait qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, mais ce n'est pas le Mali qui l'a cherché. Les autorités seront les dernières à vouloir qu'il y ait des sanctions contre elles, contre leur pays. Et encore mieux, honnêtement, est-ce que ces sanctions-là, quelle était leur visée ? Tout le monde le sait, c'était pour faire tomber le régime, il n'y avait pas de raison. Et malheureusement pour ces présidents, ils n'ont pas tenu compte de la résilience du peuple malien. Ils n'ont pas tenu compte de l'historique du peuple malien. Ils n'ont pas tenu compte des réalités du peuple malien. Ils n'ont que ceux qu'ils entendent de ceux-là qui parlent beaucoup et qui ne sont pas contents parce que politiquement, ils sont aujourd'hui mis à la traîne. Et mis à la traîne, pourquoi ? Parce que les gens semblent oublier. Le Mali est venu de très loin, très très loin. Au fait, il y a eu une exacerbation dans le cadre de la sécurité. Il y a eu des choses, une gouvernance... comment on appelle, une gouvernance excessivement nocive au peuple, une gouvernance qui ne respectait personne. Au Mali, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas d'État. Non, mais aujourd'hui, ils le savent. Aujourd'hui, au moins, l'État, ça va. Et la sécurité commence à revenir, ça, ils l'acceptent au moins. Et c'est le point focal de tout. Tout vient de là. Même pour sécuriser un développement, il faut qu'il y ait une sécurité qui sécurise le développement. Donc maintenant, pour revenir aux sanctions de la CEDEAO, ce que vous dites comme chronogramme, je vous dis, ce n'est pas pour zéro qu'on met un médiateur avec une équipe qui vient pour parler avec l'État. C'est pour tracer point par point tout ce qui doit se dire et tout ce qui doit se passer. Et ça a été fait. J'ai parlé de 24 mois et donc le début allait être au partir du mois de mars. Si vous enlevez mars à juin, aujourd'hui, ça fait 4 mois de mois, ça revient aux 20 mois. Donc maintenant, c'est des choses comme ça sur lesquelles ils sont mis. En fait, vous savez, quand les intelligences humaines se mettent ensemble, elles trouvent toujours des bons trucs pour que chacun sorte vraiment la tête haute. Mais je vais vous dire une chose que l'expert semble ignorer, ou bien peut-être il a oublié. À la suite des ANR, moi j'ai participé aux ANR qu'eux ils nient, dont il n'y a jamais eu pareil au Mali. 90 000 Maliens ont parlé, ne revenons pas là-dessus. Parmi ces résolutions, on a parlé de 6 mois à 5 ans. Vous savez pourquoi ceux-là qui ont rédigé les rapports ont retenu cette façon de comprendre la date? C'est par respect à la CEDEAO. Imaginez-vous que les ANR sortent avec une durée de 3 ans, ni moins ni plus. Mais si les autorités elles vont être devant un dilemme. Soit elles accepteraient ce que le peuple a dit et elles vont obliger la CEDEAO à accepter, soit la CEDEAO aussi allait accepter ou pas. Mais en voulant respecter la CEDEAO qui n'était pas dans la posture d'une institution respectable, parce que si c'était une organisation respectable, elle allait comprendre, ou bien elle n'a pas de personnes qui réfléchissent à ce point, que attendez, ces autorités nous amènent 2 dates, c'est pour nous permettre de choisir. Et ces autorités, malgré, moi j'ai vu des gens maugréer, ronchonner, se fâcher contre les autorités, simplement parce qu'elle a baissé le fait de quitter 5 ans à trop. Je vous jure, tout de suite, quand je suis venu, tout de suite, avant de venir, il y a un conseiller communal qui a même joué le jeu de maire dans une grande ville de Mali que je ne nommerai pas pour ne pas identifier la personne, qui m'a dit que lui, il est heureux que les sanctions ne soient pas levées. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que pendant les sanctions, ça poussait les Maliens à une certaine cohésion nationaliste, oui, hein? Et aussi ça a permis à nos autorités d'avoir d'autres ouvertures, d'autres partenariats. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à tout ce qu'on passe là, ils veulent lever la sanction parce que le Mali est en train de s'orienter vers d'autres partenaires qui sont fiables. Sékou Touré nous avait donné une portion de son littoral pour en faire un port. Et aujourd'hui, ça s'est réactivé. Et moi, j'étais à Kourémalé. J'ai vu la route aujourd'hui entre Conakry et Bamako va diminuer en longueur parce qu'ils ont été obligés d'investir maintenant pour casser des collines entières. Et ça va jouer définitivement
entre les rapports commerciaux de Bamako Abidjan et de Dakar Abidjan. Et ça, ils le savent. Revenons à ce sommet de samedi dernier. Oui. On sait que les sanctions n'ont pas été levées. On a remis, on a dit qu'on va reparler de cette situation le 3 juillet prochain. Mais est-ce que maintenant, vous ne craignez pas les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur le pays d'ici le 3 juillet? Vous savez, j'ai entendu une dame que je respecte dire, celui qui a reçu 10 gifles doit être prêt à recevoir 12 pour son honneur. Celui qui a reçu 10 gifles, c'est-à-dire si tu frappes quelqu'un 10 fois là, avec la même façon de frapper, la personne pour son honneur doit accepter 2 fois de plus. Non, excusez-moi, je vais dire une minute. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO, c'est pourquoi on les en veut. Ils n'ont pas voulu aller parce qu'ils pensent, on leur fait croire, non, aujourd'hui, comme il l'a dit à l'entame de ce propos, qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment contre ceci, qui ne sont pas contents, tout ça là. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un soulèvement qui va amener mécontentement populaire contre les autorités. Non, mais c'est cause perdue. Il n'y aura pas de coup d'État au Mali et il n'y aura pas de soulèvement populaire contre ces autorités parce que la réalité c'est que ces autorités sont populaires par rapport à ceux-là qui sont en train d'aller contre le Mali en vendant le Mali parce que c'est à ceux-là qu'ils ont habitué le peuple. Et malheureusement le peuple est plus intelligent que nous tous. S'il voit la chose de la même façon que vous et avec cette cherté de la vie, est-ce qu'il y a des risques au niveau national? Le fait que ces sanctions ne soient pas levées, est-ce que c'est vrai que ce n'est qu'un mois d'ici le 3 juillet en espérant que les sanctions seront levées, mais est-ce qu'il y a des risques? Oui, bien sûr, il y a des risques. C'est un mois de trop. Un mois de trop. Vous savez, moi, je suis surpris souvent d'entendre et de savoir actuellement qu'il peut y avoir des Maliens qui sont contre la levée des sanctions. Si. Et pourtant, ça existe. Et Allah en fait partie. Ouais. Mon aîné. Il a fait savoir par le passé. Et il est en train de défendre aussi les idées de certains qui ont avancé. Vous avez parlé des prix dans les marchés. Parlons-en. Demandez aux commerçants s'ils veulent que les sanctions ne soient pas levées. Un œuf de 75 francs s'est retrouvé à 125 francs, 150 francs actuellement. Les 50 kilos de 1000, c'est à 28 000, les sucres blancs plutôt à 28 000 francs. Les 100 kilos de 1000, c'est entre les 45 000 et les 60 000 francs. Oui. Pour les maïs, c'est 33 000 francs. Et le maïs, d'ailleurs, est l'aliment de base. La volaille, il le sait très bien. Il y a tellement de difficultés et il y a des partenaires qui ont gelé leur financement. Au Mali, ici, on laissait la Banque mondiale, la BAD, etc., la FD, etc. Et nous savons très bien qu'il y a des... Au Mali, ici, actuellement, nous avons plusieurs projets de développement arrêtés et demandés aux opérateurs. Et comment est-ce qu'on peut mesurer tout cela et souhaiter que les sanctions ne soient pas levées? Franchement, moi, je ne le comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un mois de trop. Un mois de trop. Alors, mon aîné a parlé des ANR. Parlons-en. Nous, on n'a pas été aux ANR, aux assises nationales. Il y a des Maliens qui ont participé à ces assises-là de bonne foi. Ils veulent l'avancée de leur pays. Ils ont fait des propositions, pensant que ces propositions seront prises en compte. Mais parlons-en aujourd'hui. Quelques mois après les conclusions des ANR, on ne parle que du délai de la transition, rien d'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fallu de ne pas participer aux ANR, parce qu'à l'époque, on a dit au président de la transition que le seul objectif des assises, c'est la prolongation de la transition. Et l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, les ANR ont parlé de 6 mois à 5 ans. La CEDEAO propose 16 mois, 18 mois. N'ont-elles pas respecté les aspirations du peuple malien? Parce que le peuple malien a demandé 6 mois à 5 ans. 16 mois, 18 mois se retrouvent dans ça. Et pourquoi refuser ce que le peuple a demandé si on respecte le peuple? Si on respecte les conclusions des ANR, on devrait être en phase avec la CEDEAO qui a proposé 16 mois. D'accord. Je suis désolé. D'accord. Nous n'avons que 6 minutes maintenant. Que faut-il faire maintenant? Non, on va pas revenir on va pas refaire l'histoire des assises nationales de la refondation. Juste, nous n'avons que 6 minutes, 2 minutes pour chacun. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver un compromis? Est-ce qu'un compromis est possible le 3 juin prochain, docteur Sugodougou? Oui, je crois qu'un compromis est bien possible. Parce que, et d'ailleurs, même en écoutant effectivement le ministre des Affaires étrangères, son discours m'a donné beaucoup d'espoir parce que je vois qu'il a bien digéré la dernière rencontre. Il ne l'a pas pris avec nervosité.
mais il l'a pris avec beaucoup d'esprit. Il dit que ce qui est demandé, c'est un chronogramme. Effectivement, un chronogramme est nécessaire et un chronogramme va soulager même les acteurs au niveau national. Et je crois que ce qu'il faut peut-être éviter à ce niveau, c'est que ça ne soit pas un chronogramme des techniciens. Je veux dire élaboré uniquement par des administrateurs, mais un chronogramme qui implique effectivement la classe politique et la société civile, pour que ça soit quelque chose de largement partagé. Je comprends que le consensus n'est pas chose qui est à rechercher actuellement au Mali, parce que nous sommes assez divisés autour de beaucoup de questions. Mais est-ce que nous avons encore ce temps ? Bien sûr. Parce que faire un chronogramme il suffit avec la participation de tout le monde. Le ministre dit qu'il y a quelque chose, ça veut dire que l'administration, les techniciens ont déjà proposé quelque chose. Il faut partager ce quelque chose rapidement avec la classe politique et la société civile pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc quand il y a une grande entente, je pense que le reste sera plus facile avec la CEDEAO. Le monde verra. Si on se met d'accord sur ça, le monde verra si effectivement il faut aller à 24 mois ou même à 36 mois. Voilà, le chronogramme donnera raison, ou peut-être que les difficultés qui poussent le Mali à proposer un long délai, peut-être que certains seront levés avec l'appui de la communauté internationale ou de certains partenaires quelconques. Je ne le sais pas. Mais je pense que ce qui s'est passé là, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une ouverture, une entente déjà entre le gouvernement malien et la CEDEAO, vraiment d'arriver à quelque chose. D'accord. Docteur Alaï Bokoum, qu'est-ce que vous préconiserez pour que le 3 juillet prochain, ces sanctions puissent être levées, même si vous n'en voyez pas assez d'inconvénients qu'elles soient maintenues? Non, écoutez, ça c'est une façon de rigoler que je l'avais dit sur ma page, il en tire pour la tabac que j'ai dit, pour qu'ils se rendent compte que c'est nous qui leur fournissons en mouton. Maintenant, moi je voudrais juste dire, il faut remercier quand même la résilience des Maliens et surtout les commerçants. Et moi j'ai vu des opérateurs économiques nationaux qui ont pu prendre en charge pour qu'il n'y ait pas la pénurie en carburant. Il y en a eu qui sont des entreprises nationales, contrairement aux autres qui étaient dans des petites grèves. Et encore mieux, la dignité a un prix. La dignité a un prix. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que cette difficulté-là, c'est normal. Mais la CEDEAO, elle a repoussé dans l'espoir qu'il y aura un changement de régime à travers un soulèvement populaire qu'ils n'auront jamais. Ça, c'est fini. Ils n'auront pas, parce que les Maliens ont compris et ils sont dans une prédisposition. Maintenant, je suis un peu désolé que même les experts pensent qu'on est vraiment divisé. Moi, je ne vois plus de division au Mali. Au contraire, il y a des gens qui ont perdu le pouvoir et qui ne veulent pas rester tranquilles. En d'autres pays, en d'autres circonstances, ces gens n'auront même pas voix à chapitre parce qu'ils l'ont fait par le passé en empêchant. Si. Si on dit qu'on est divisé... Non, on n'est pas divisé, mon frère. Vous avez très peu de choses aujourd'hui autour de cette transaction sur lesquelles tous les Maliens sont d'accord. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Bon, d'accord, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Même en famille, on ne peut pas être d'accord sur tout. Voilà. Même en famille, on ne peut pas tous être d'accord sur tout. Mais il y a des questions essentielles sur lesquelles... Non, il y a juste quelques... Et tous ces présidents-là qui disent, des partis politiques surtout, qui s'acharnent contre la transition, je vous jure, il n'y a pas un seul parmi eux de son parti. J'ai mis à défi dont les membres n'ont pas participé aux ANR. Il n'y en a pas au niveau d'accord. Excusez-moi, il faut qu'on sorte de ce terme-là. On est divisé, on n'est pas divisé. D'accord. Il y a une majorité qui est là, qui veut que les choses aillent, et c'est la dictature de la majorité, et c'est ça la démocratie. D'accord. Segoudiamé Bathily, en une minute, que faut-il faire pour qu'on puisse sortir de ça le 3 juillet prochain? Ce qu'il faut faire, il faut reconnaître d'abord que ce grand consensus-là n'existe pas au sein des forces vives de la nation. On parle de partis politiques, l'imam dit qu'on n'est pas un politicien, ici d'aucun parti politique. Les acteurs du M5 sont plus que divisés aujourd'hui. Ça, c'est un constat, c'est un fait qui est là. On ne peut pas le nier. Donc la division, ce n'est pas au niveau de la classe politique, mais c'est ailleurs. Maintenant, moi, j'exhorte les autorités à une concertation. Le cadre d'essence que nous sommes prêts à participer à toute concertation pour fixer les chronogrammes, rendre public les contenus, avoir un consensus au Mali avant la venue du médiateur de la CEDEAO au Mali. D'accord. Et c'est la seule condition pour moi pour la levée prochaine. D'accord. Cette proposition est bien retenue et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue. Merci à nos invités, Dr Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali, Segoudiamé Bathily du Rassemblement pour le Mali, l'ancien parti au pouvoir et membre du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques, et Dr
Dr Sogodogo Abdoul, universitaire. On parlait aujourd'hui de la crise entre le Mali et la CEDEAO. Que faut-il pour trouver un compromis le 3 juillet prochain? Cette émission a été mise en onde par Salim Diouara. Régie vidéo Gagni Kanté, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain. Merci. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.